Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale sentiment, mais on va également probablement aborder un sujet autour de la Russie. Donc c'est quelque chose qui peut vous intéresser, peut pas forcément vous intéresser, ça sera au milieu dans la partie news. Si jamais ça vous intéresse pas, vous passez dessus. Je connais très bien la Russie et donc du coup je vais me permettre ici de donner un petit peu mon avis sur ce qu'il se passe actuellement. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily. Hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a hésité à remonter en fait cette trend légèrement plus haut. On a dit que finalement, c'était mieux de la laisser comme ça. Et a priori, on n'est pas trop mal en la laissant comme ça, justement. Ce que je vais vous montrer en 4 heures ici est relativement intéressant. Et j'ai fait le call hier sur le Discord. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où on perdait ici cette 4 heures, on allait revenir au niveau inférieur et sur trend ici. C'est ce qui s'est passé à la perte de cette 4 heures ici, vous le voyez. Là, du coup, ce qu'on peut éventuellement dessiner, eh bien, c'est une épaule tête-épaule inversée, plus grande que celle qu'on avait vue auparavant, puisque ici, je le rappelle, on n'a pas breaké. Donc on est toujours dans ce range finalement entre ce 4 heures là et celui-là. Et ça, c'est très propre, avec une déviation en dessous ici. Le prix à nettoyer en dessous, je m'attendrais à ce que potentiellement, désormais, il nettoie au-dessus. Aucune certitude de ce côté-là, mais c'est plus ou moins ce qu'on pourrait éventuellement jouer dans ce cadre-là. Donc du coup, on va ici aller tout simplement mesurer cette épaule tête-épaule plus grande, qui si jamais elle venait à casser, je répète qu'elle n'a pas cassé ici, je vais essayer de la prendre quand même à un moment donné, voilà, de manière à peu près propre. Si jamais elle venait à casser, elle n'a pas encore cassé, mais si jamais elle venait à casser, nous emmènerait à peu près sur cette zone autour des 54,2. Dans les targets haussières, si jamais on arrivait donc à casser cette résistance autour des 52 400, donc on pourrait effectivement aller là. Personnellement, j'ai du coup une target actuellement autour de 54,4 pour un rejet. À peu près par ici, 54 350, si on y allait aujourd'hui, 54,2, 54,4, quelque part par là. La question ici, et si jamais on dézoome, c'est tout simplement, est-ce qu'on va se faire rejeter par la grande structure qui, pour le moment, nous donnerait effectivement une rotation partielle dans cet élargissement-là. Ici, vous avez un élargissement ascendant. Une rotation partielle, ça veut dire qu'on fait la rotation avant de toucher la vague numéro 5 tout en haut. La 4, la 5 est plus courte que ce qu'on aurait pensé, on va dire. Ou alors, est-ce que effectivement on va venir toucher le haut du biseau ici sur la zone des 58? Donc ça, c'est les deux questions qu'on peut se poser actuellement. Personnellement, je privilégie une rotation partielle, c'est-à-dire que la grosse structure, on va dire, l'emporte sur la petite. La petite, c'est celle-là, et la grosse, c'est celle que je vous ai montrée là, à savoir cette traîne de jaune. Pour le moment, je suis là-dedans, personnellement, et voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc en 4 heures, voilà un petit peu l'idée. Si jamais en revanche on vient à perdre ça, c'est tout simplement que la figure est terminée. La figure est terminée, comment on pourrait faire à ce moment-là le décompte dans la figure, cet élargissement justement? Eh bien à ce moment-là, on pourrait se dire que ça c'est une 2, une 3 qui touche pas en haut, là ici, 4, 5, et excusez-moi j'en ai loupé une. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, effectivement, on a toutes les touchettes en haut pour pouvoir se dire que c'est effectivement terminé. Donc soit on perd ça là, c'est-à-dire notre signal il est tout simplement à la perte de cette trend là, soit on a un décompte qui est un peu plus évolué, un petit peu différent, à savoir que moi ces débuts d'élargissement assez souvent, c'est pas que je les compte pas, mais voilà, quand c'est extrêmement serré comme ça, j'estime que la 1 elle est là, la 2 elle est là, la 3 elle est là, là on vient de faire la 4 et qu'on peut faire la 5. Mais il est possible, si jamais on a ce signal qu'on passe ici en dessous de cette trend là, de manière plus poussée, plus importante, de se dire ok, on revient systématiquement au 46,5. Les élargissements ascendants sont pas des très bonnes figures. Moi, à la limite, je préfère les élargissements descendants comme ceux-là, qui eux du coup ont une target de la totalité de la figure reportée au point de cassure si jamais on le casse. Donc là vous avez ici, forcément vous venez prendre en général le top. Les élargissements ascendants en général on dit que c'est plutôt soit vague 2, soit bas de la figure, d'accord ?
Donc vague 2 ça nous dirait 48 et ça serait un joli point pour rebondir effectivement, et vague début de la figure on va dire, ça nous donnerait ça, à savoir venir couvrir quelque chose dans cet imbalance là, éventuellement un retest de cette épaule tête épaule inversée là qui n'a pas été fait. Pour le moment je dirais que le retest est un peu évacué, au sens où on a largement touché la target ici de cette épaule tête épaule, vous voyez qu'on est allé bien plus haut, donc voilà, à voir de ce côté là. En tout cas voilà pour la partie on va dire daily 4 heures, on ira faire les petites time frames en fin de vidéo, en conclusion, donc restez bien éventuellement jusqu'à la fin, mais voilà comment je vois un petit peu les choses. On perd ça, on va à minima à 48 et peut-être 46, si jamais on perd ça, donc la trend d'accumulation ici, mais moi je suis plutôt ici inscrit dans l'idée d'une 5e vague avec rotation partielle, donc une target autour des 54,2, 54,4. Ethereum qui pour le moment se porte plutôt bien, on voit qu'il a rebreaké sa structure ici vers le haut. Pour le moment on n'est pas dans l'assurance d'une tendance haussière, hein, puisqu'on a eu le break de structure ici, mais ce qu'on veut casser désormais c'est ça, et là on aura la certitude qu'on est dans une tendance haussière. Cela dit, Ethereum se porte plutôt pas mal contre Bitcoin. Attention à la trend de distribution qui est celle-ci, qui pourrait effectivement rejeter une nouvelle fois. Maintenant pour moi ça va casser, c'est à dire que là pour moi, on va être sur un Ethereum qui s'apprécie par rapport à Bitcoin. Je pense que la deadline du premier ETF spot Ethereum se trouve dans 70-80 jours. Et donc on surveillera ça de près, mais Ethereum est peut-être dans son mini bull run, on va dire, pré-ETF. Ici on voit qu'il tient bien, en tout cas j'ai l'impression que c'est le cas en daily toujours, sa montée, hein, c'était quelque chose qu'on avait évoqué également, c'est-à-dire tenir tout ça, et on a évoqué l'idée que ça allait être le cas pendant probablement encore un certain temps. Au moment où Ethereum perd cette daily là, on peut estimer qu'il va revenir sur sa trend, hein, qui est ici. Maintenant, comment on monte ici, vous le voyez, on est encore sur un élargissement, décidément. Est-ce qu'on n'aurait pas ici 1, 2, 3, 4, et là on est dans une 5 finale, on va dire, c'est-à-dire une montée jusqu'au 3400, 3500, et vous voyez que ce sont des potentielles zones de rejet weekly précédentes. Une 5, est-ce qu'on fait une rotation partielle avant, c'est une question aussi, et puisque rotation partielle, vous en avez dans à peu près 45% des élargissements ascendants, donc c'est pas quelque chose qui n'est pas fréquent, on va dire. Ou alors tout simplement, est-ce que Ether vient chercher les 3004? Pour moi, je l'emmènerais bien au 3004 ici. Donc du coup, voilà mon scénario. À savoir que du coup, si jamais on avait une correction avant d'aller toucher là-haut, d'accord, à peu près par là, c'est-à-dire que ce mouvement se fasse tout simplement en A, B et C par exemple, on peut monter plus haut. C'est-à-dire si on décale dans le temps, vous comprenez bien évidemment ici que la trend du haut, qui est le haut d'une accumulation, est elle-même haussière. Pour le moment, et c'est quelque chose que je pense il faut intégrer, l'annonce des ETF spot, en tout cas les dépôts, le moment où réellement ils ont été annoncés, c'est fait à peu près par ici. Donc je ne serais pas étonné que pré-ETF, dans les 80 jours qui arrivent, on revisite ce point-là, d'accord, pour sortir un petit peu du monde qui était sur ces zones-là. Donc revisiter à un moment donné les 2000$ est possible sur Ethereum. La zone de 1009 à 1007. Pour le moment, le momentum est très bon et on le laisse faire sa vie. On n'intègre pas nécessairement absolument cette idée-là, mais quand on avait eu, vous vous rappelez, l'annonce des ETF Bitcoin, on avait eu une petite capitulation, on était revenu tout simplement et à l'époque il me semble qu'on était dans un range entre 25 et 30 000$, et on était revenu au point d'entrée ici, à peu près par ici. Donc sur cette flat, on va dire que on avait eu toute une zone d'accumulation. Ici cette accumulation elle se fait en montée, tant mieux. Mais je ne serais pas étonné qu'à un moment donné on ait un flush pour revenir revisiter un petit peu cette zone-là. Punir ceux qui ont acheté trop haut, les faire revendre légèrement plus bas et donner raison à ceux qui ont acheté en fait pré-news, sur la rumeur en fait. Voilà un peu l'idée. Pour le moment, aucune certitude de ce côté-là. Je dirais qu'Ethereum pourrait revenir dans ces zones-là, si jamais Bitcoin revient lui également aussi bien plus bas. C'est pas nécessairement une certitude ici, encore une fois, mais c'est possible. En ce qui concerne le Total 3 contre Bitcoin, Altcoin Season qui, je dirais, commence à battre un petit peu son plein.
parce que le Total 3, donc les alts or Ethereum et stablecoin, et or Bitcoin bien sûr, surperforment à l'heure actuelle Bitcoin, vous le voyez ici, puisque là on a divisé par Bitcoin pour avoir un petit peu un altcoin season indicateur qui soit plus intéressant que les autres. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a pris le dernier plus haut, cette correction est potentiellement finie, on commence à sortir un petit peu du territoire d'une flat, si jamais il devait y en avoir une. Personnellement, moi j'invalide une flat, alors c'est très personnel, hein, mais j'invalide une flat quand on a fait 110%. Pour le moment, on a fait plus de 110%. Donc, j'estime que on sort du territoire d'une flat. C'est pas nécessairement une certitude, mais 10% de plus, pour moi, j'invalide la flat. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir plutôt invalider ça au 127,2. Ici, d'accord. Moi, j'invalide un peu avant. C'est-à-dire, pour moi, le territoire de possibilité d'une flat, il se trouve entre 90 et 110. De correction du mouvement précédent. Et là, on a passé les 110, donc pour moi, on n'est plus dans l'idée d'une flat comme ceci. D'accord, voilà, c'est ça un peu l'idée. En tout cas, ça performe très bien. Hier, j'ai fait toute une vidéo pour les affiliés sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'ai préparé une autre thématique pour les affiliés, donc ça va être assez sympa également sur une autre thématique qui devrait bien performer prochainement. Intelligence artificielle sur laquelle je vous l'ai dit hier, demain on a les earnings de Nvidia. Si jamais Nvidia fait des mauvais earnings, ça risque de mettre un coup d'arrêt un petit peu à cette hype sur l'intelligence artificielle. Je pense que Nvidia va poster de bons earnings, puisqu'a priori les ventes sont pas trop dégueulasses. Donc je pense que ça va relancer, encore une fois, pour 3 mois, le narratif un petit peu autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui peut faire ici un petit peu peur ? Eh bien, les spreads sur le CME qui se sont beaucoup calmés. Vous le voyez ici, on oscille avec le 0. Alors bon, ça bouge beaucoup. Hein. Mais, excusez-moi, on est en daily là. Ça veut dire que, vous le voyez ici, on a un CME qui commence un petit peu à shorter le BTC. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bon, c'était déjà un petit peu le cas ici, dans la zone de janvier. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? En tout cas, on oscille autour du 0 ici. On n'est pas sur un momentum CME qui est incroyable, avec que du long only, comme on a pu avoir par le passé. Stablecoin dominance. C'est très bien, ça continue à baisser. On veut du stablecoin dominance qui baisse pour une crypto qui est haussière. Vous voyez ici que la target un peu finale, ici, je dirais qu'on aurait du mal à passer en dessous des 6% de dominance. Pour moi, depuis qu'on a perdu sur la stablecoin dominance, et comprenez bien que là on est en daily, depuis qu'on a perdu ce canal, qui se présente comme ça, sachant que le canal nous disait chaque haut de... Chaque haut, dans le haut du canal, on était toujours en fin de bull market, et dans le bas du canal, on était toujours en fin de bear market. Vous voyez qu'on a ici, excusez-moi, c'est l'inverse. Ici, on est en fin de bull market. Ici, on est en fin de bear market. Vous voyez qu'on a complètement enfoncé le canal ici. Et pour moi, on est vraiment dans cette idée que les stablecoins sont une innovation, et donc on est potentiellement dans finalement une sorte de courbe en S de l'innovation, c'est-à-dire je monte en canal, derrière je fais un range. Donc on peut peut-être estimer que le range va se faire comme suit. Et derrière on fait un range, et ici on repart ensuite avec une stablecoin dominance qui est haussière. Donc une courbe en S comme ceci. D'accord. En général, souvent les innovations technologiques sont adoptées en S. Vous pouvez en voir une sur Bitcoin si vous voulez. Vous pouvez en voir une sur l'adoption de la voiture, vous pouvez en voir une sur l'adoption du téléphone, vous pouvez en voir une sur l'adoption d'Internet, vous pouvez en voir une sur à peu près toutes les innovations technologiques, c'est-à-dire j'ai une majorité early qui commence à adopter quelque chose, ensuite ça prend du temps pour faire adopter la majorité globale sur un asset, et là on parle bien sûr des stablecoins, et puis derrière finalement c'est la majorité tardive qui vient à l'adopter. Et en ce moment, on est sur un âge un petit peu exponentiel où la communication, tout va plus vite grâce à Internet, etc., toutes ces choses-là. Donc en fait, ces courbes se font beaucoup plus vite que par le passé. Si on avait regardé ici d'autres innovations, on serait potentiellement beaucoup plus lent. Et vous comprenez ici que il est possible que Bitcoin soit finalement, ou les stablecoins, soit finalement dans ce type de courbe, on va dire, et que
et que d'une certaine manière, désolé c'est un peu chargé là, je sais pas pourquoi c'est autant chargé sur le chart, je pense qu'on avait dû faire une analyse avec les affiliés, mais que d'une certaine manière, comment dire, on soit actuellement dans une vague institutionnelle, puisque BlackRock, etc., et que donc du coup on ait eu ce premier bout de S, et que on se mette à plat pendant un petit moment, pour ensuite donner finalement la suite. Maintenant, encore une fois, dans un âge exponentiel où tout va très vite, eh ben, il est possible que ça soit beaucoup plus court que ce à quoi on s'attend, d'accord? C'est-à-dire, ok. Maintenant, et c'est pareil, vous le voyez ici, on a à peu près les 3000 $ qui ont d'abord un petit peu joué. On est monté au 60K et on a plafonné au 60K. Scénario vraiment dégueulasse, bah, c'est en fait, on oscille là-dedans pendant quelques années pour finalement nous donner la fin de la courbe en S. Scénario pas du tout dégueulasse, bah c'est on continue et on up plus vite, d'accord, là, si vous voulez, le scénario vraiment cool, entre guillemets, hein, pour nos portefeuilles. Là, on avait des tops qui finalement étaient de moins en moins hauts, mise à plat un petit peu du prix là-dedans, hein, sur un range, on va dire 30-60, avec déviation au 15. Et là, tout de suite, on repart, mais plus rapidement, dans une nouvelle parabole qui soit, du coup, et qui arrête l'arrondissement, la courbe de régression logarithmique, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire le fait que ces tops, finalement, soient de moins en moins hauts. Vous voyez ici qu'on n'est pas dans un canal, on est vraiment dans quelque chose qui fait comme ça. Donc, soit grâce à l'âge de l'information, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, en fait, Bitcoin arrive à sortir très rapidement de cette histoire-là. Soit il est possible. Alors après, le problème, bien sûr, c'est que c'est jamais très précis, hein. Ici, on peut avoir, par exemple, un top à 100 000. On va dire ça comme ça, ou même légèrement au-dessus. Pour le moment, vous voyez que la courbe logarithmique qu'on voit là, ici, on va dire que si on y allait aujourd'hui, bah, elle est déjà à 130. Mais dès qu'on passera, pour moi, cette courbe logarithmique de régression, donc l'alignement de tous les tops de BTC, on saura que c'est effectivement le moment de la dernière jambe du S, d'accord? L'adoption, on va dire, finale, hein, la late majority qui adopte la crypto, si c'est le cas, encore une fois. On a fait un petit peu long sur l'analyse technique, mais on a abordé aussi des choses qui étaient de l'ordre du fonda, du coup. Alors, en ce qui concerne ce que j'ai retweeté dernièrement, l'Ether est probablement le seul actif numérique susceptible d'obtenir l'approbation d'un ETF par la SEC qui estime Bernstein. Alors, il faut comprendre ici, et j'ai beaucoup défendu l'ETH spot, l'ETF spot ETH. Il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à adopter, et je pense que ça sera le cas, hein, mais par rapport à adopter un ETF spot Ethereum. D'abord, est-ce que le stacking sera autorisé? J'ai pas regardé les demandes, j'ai pas regardé comment elles étaient faites, mais pour l'instant, je crois pas qu'on ait de version du stacking. Le problème d'autoriser le stacking, c'est que Ethereum est en proof of stake. Donc il faut comprendre que si jamais les ETF, au bout d'un moment, absorbent finalement énormément de cette volonté d'investissement, on va dire, sur Ethereum, on a un petit souci, au sens où Coinbase, si jamais il était le dépositaire, par exemple, principal de ces ETF, se retrouverait avec un potentiel 51%. C'est-à-dire une attaque des 51%, ou en tout cas, il pourrait, ça enlèverait toute la décentralisation possible d'Ethereum si Coinbase était dépositaire des Ethereum qui eux-mêmes étaient stackés. Le proof of stake, l'idée, c'est que vous mettez de l'argent en enjeu et on estime que vous ne voulez pas perdre cet argent, donc du coup, à un moment donné, vous n'allez pas, on va dire, valider des transactions qui sont malveillantes, qui ne sont pas, on va dire, des bonnes transactions. Donc l'idée ici, c'est attention au stacking, attention à cette décentralisation, et c'est quelque chose qui est relativement important.
Est-ce que le stacking sera autorisé? Oui, imaginons qu'on ait un ETF avec du yield en plus, c'est-à-dire qui en plus vous rapporte un petit quelque chose, et ben ça peut être relativement exceptionnel hein, en termes de produits d'investissement. C'est un peu le rêve bleu, hein, on va dire. On est dans la petite sirène, les coquillages parlent, ils dansent, etc. Maintenant, il faut comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc, en l'occurrence, un ETF spot avec du yield, oui, c'est génial. Attention à, finalement, j'allais dire la puissance de calcul, mais la puissance de stake que pourrait avoir un dépositaire d'un ETF spot Ethereum. Troisième chose, bon ça c'est beaucoup moins un problème, ça qualifierait les ETF de securities, mais c'est déjà le cas. Un ETF en fait c'est une somme de securities ou de commodities, mais c'est pas tellement un problème en soi. Mais en tout cas, il faut quand même comprendre ici que, en fait, un ETF, vous prenez plusieurs choses et vous en faites une security, hein, concrètement. C'est pour ça que c'est déposé à la SEC, etc. Donc, aucun problème de ce côté-là. Mais par contre, effectivement, il y a effectivement cette idée que le yield qui vous est rapporté, vous n'avez aucun travail, hein, au sens du test de Howey. Le test de Howey, c'est un test de décentralisation qui permet de faire la différence entre une commodity et une security, une matière première on va dire et un contrat d'investissement. Et là en l'occurrence, bon ça pose moins de problèmes parce que un ETF est effectivement une security, donc oubliez ce que j'ai dit, hein, je partais ici un petit peu en sucette. Nvidia. Vous le voyez, on parlait des earnings de Nvidia et de l'intelligence artificielle, eh bien 6,1 milliards en 2022. 2023, on va voir, puisqu'on aura les résultats annuels, mais les analystes attendent 20 milliards, donc une multiplication par 3 des gains de Nvidia. Vous voyez ici, de 1989 à 2023, la courbe, à quel point elle est incroyable. Donc il faut comprendre que Nvidia, ici, va devoir faire des très très bons earnings pour pouvoir tout simplement continuer un petit peu cette idée, montrer que c'est pas juste une bulle si vous voulez, qu'il y a vraiment une vraie demande incroyable pour les GPU et on va voir ce qu'ils ont vendu, on va voir comment ça se passe de ce côté-là, mais en tout cas il va falloir que ça attaque très fort sur les earnings puisqu'on s'attend encore une fois à 20 milliards de bénéfices, de revenus. Ici, Ripple qui aujourd'hui doit déposer des papiers, des documents en fait de leur mise sur le marché. Ripple avait été qualifié de commodity dans sa partie revendue sur les exchanges. C'est la jurisprudence Ripple. Donc désormais, voilà, ça fait loi un petit peu. Par contre, toute sa partie ICO avait été qualifiée de security. Donc le moment où en fait vous avez la mise sur le marché d'un coin, et là et donc il va falloir qu'ils soumettent tous les documents par rapport à ce procès-là. Concrètement, Ripple va gagner ce procès, a gagné ce procès. Maintenant, l'idée, c'est comment ils vont effectivement conclure ce deal avec la SEC par rapport à l'amende qu'ils doivent payer, justement par rapport à l'ICO. Et on voit que c'est un bras de fer ici. Ripple qui dit non, je veux pas payer. La SEC qui dit vous nous devez, je pense qu'on en est actuellement à peu près à 750 millions de dollars. Et Ripple qui dit non, tout simplement. Donc on continue avec le juge. Le juge essaie de leur dire, bah, mettez-vous d'accord à, je sais pas, 400 millions, quelque chose comme ça, etc. Enfin, débrouillez-vous. Et les deux disent non, on ne veut pas signer. Donc on a l'un en face de l'autre et ça se renvoie la balle comme ça. Donc du coup, on demande des documents. Aujourd'hui, il va y avoir un dépôt de ces fameux documents. Ici, SBF avec son gang en prison. Et le sujet un petit peu du jour, c'est... Alors là, en l'occurrence, il s'agit de ce pilote russe qui avait déserté en prenant finalement un hélicoptère russe et en atterrissant en Ukraine. C'était une opération qui avait été plus ou moins préparée. Il y avait 2 soldats russes qui ne se sont pas rendus dans l'hélicoptère avec lui, et du coup ils ont été abattus à leur descente de l'hélicoptère, et ensuite il a été extradé en Espagne, et là on l'a retrouvé mort dans un parking. Donc désertion, voilà, bon, règlement de compte, etc., etc. Là où je voulais faire un petit sujet en ce moment sur la Russie, c'est que ça bouge pas mal. On a eu la perte d'Avdiivka. On a eu finalement l'interview Poutine-Carlson, on a eu la mort de Navalny, et on a désormais ce nouveau point là. Personnellement, je connais très bien la Russie, puisque j'y suis allé plusieurs fois, puisque ma femme est russo-ukrainienne, donc elle a un petit peu un pied dans chaque pays de cette guerre, malheureusement, et puisque, il se trouve que j'héberge des personnes ukrainiennes depuis désormais bientôt 2 ans, hein, bientôt 2 ans. Des personnes ukrainiennes chez moi, 2 personnes de la famille de ma femme. Ce qu'il faut comprendre dans ce contexte-là, c'est que déjà, la Russie est un pays extrêmement vaste et qui a besoin d'un chef. Donc du coup,
penser que la Russie peut fonctionner selon le système que nous, on a, la vision que nous, on a de la démocratie, c'est un petit peu l'alternance. C'est une alternance droite-gauche, une alternance comme peuvent avoir toutes les démocraties occidentales actuelles, on va dire démocrates, républicains, etc., toutes ces choses-là. Donc on a l'habitude de changer, ça nous donne cette impression de liberté, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence entre les deux? Ça reste à prouver. Mais en Russie, c'est un petit peu différent, parce que c'est un pays qu'il faut intégrer comme un pays qui a une dimension eurasienne, européenne, asiatique. Vous avez... les Russes sont très superstitieux, ils ont un sens de la communauté qu'on n'a pas nécessairement nous chez nous, et cette espèce de besoin d'avoir un État fort. Donc vous êtes plutôt en Russie dans une forme de démocratie autoritaire, qui effectivement permet d'une certaine manière d'avoir 20 ans d'un même chef. Tout était à reconstruire à la suite de Boris Yeltsin, qui était un alcoolique notoire et qui est vraiment extrêmement détesté en Russie. Hein. Les Russes disent même, si tu veux que ton enfant soit une bonne personne, ne l'appelle pas Boris. Hein. Avant, il y avait beaucoup de Boris en Russie. Vous remarquerez que désormais, dans les jeunes, il y en a plus. Il y a beaucoup de Vladimir, d'ailleurs, dans les jeunes. Et il y a beaucoup de... chez les filles, tout le monde s'appelle Anya. Hein. Alors, c'est plus Tatiana, maintenant, c'est Anya. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas rentrer dans cette espèce d'ethnocentrisme. Il faut parfois se mettre. On l'avait fait avec la Chine, hein, d'ailleurs, avec les guerres de l'opium, etc. Et la grande réconciliation avec Taïwan. Il faut parfois se mettre un petit peu dans les baskets de la personne qu'on essaye de comprendre. Et en l'occurrence, ici, en fait, Poutine est extrêmement apprécié hein, en Russie, il est vraiment extrêmement apprécié. C'est-à-dire que je pense que les scores sont autour de 73%, 75% d'opinion favorable. Et sincèrement, vous parlez avec 4 Russes, vous en aurez 3 qui vont vous dire moi je suis à fond pour Poutine, etc. Pourquoi ça? Parce qu'en face, finalement, il n'y a pas tellement de place pour l'opposition. Vous avez, déjà, c'est plus ou moins l'idée d'un État fort, donc du coup, effectivement, il n'y a pas tellement de place pour s'exprimer, mais d'une autre manière, si on regarde, en face, vous avez les communistes qui veulent revenir à un État communiste, et il y en a, hein. Je parle ici des 23% d'opposition. Et puis derrière, vous avez les nationalistes. Mais vous n'avez pas... Poutine est plutôt le plus modéré, en fait, de tous. Alors, ça peut choquer quand on en parle comme ça, mais c'est vraiment ce qui se passe, hein, sincèrement. Voilà. Et derrière, on voit plutôt... Par exemple, Navalny est un nationaliste. Il fait partie de cette partie nationaliste. Poutine va être... Vous avez un petit parti libéral aussi, mais qui est plus ou moins assez proche des nationalistes également, et qui est plus ou moins aussi finalement relativement quand même lié à Poutine, quoi. Enfin, Poutine fait un petit peu des deux, c'est ça que je veux dire. Et finalement, vous avez, depuis les années 90, qui étaient les années de la drogue, la prostitution, les règlements de compte, la mafia, etc., une situation en Russie qui s'est extrêmement améliorée. Nous, on a eu ces images, on va dire, des étals vides dans les années 90 dans les supermarchés, mais en fait, c'est juste parce qu'on est passé d'un système totalement communiste à un système totalement libéral. Et ça, avec une transition qui a été très pauvre en termes de transition. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les appareils d'État ont été donnés à des oligarches. C'est ce qu'on appelait la politique du sauna sous Boris Yeltsin. Politique du sauna, ça veut dire on prend un sauna ensemble, avec Yeltsin complètement déchiré, et Yeltsin va donner Gazprom à un tel, toutes ces choses-là à un tel, etc. Derrière, Yeltsin fait effectivement la communauté des États indépendants, une sorte de fédération de Russie qui explose, hein, bien sûr. Et ça crée effectivement tous les autres pays. Certains restent intégrés finalement à la Russie telle qu'on la connaît maintenant, et puis d'autres se détachent, à savoir Géorgie, Ukraine, Biélorussie, enfin voilà, vous connaissez un peu l'histoire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, on a tendance à vouloir dire qu'il faut... Ce côté bipartite, finalement, on a vraiment, totalement dans notre ethnocentrisme et notre manière finalement de voir les choses, cette idée qu'il est absolument essentiel que quelqu'un puisse, d'une certaine manière, s'opposer. On a par exemple en France, finalement, une alternance bipartite, mais qui est toujours, est-ce que c'est l'OTAN ou est-ce que c'est l'OTAN? Il n'y a jamais réellement, on va dire... en tout cas, on a perdu une grande partie de ce qui aurait pu être des idées de préférence nationale. Alors attention, je parle pas ici je parle de souveraineté, hein, je parle pas
d'immigration ou quoi que ce soit. J'ai un avis sur l'immigration qui est ce qu'il est. Mais pour moi, elle est nécessaire. Si jamais on fait pas d'enfants, il faut qu'on intègre, il faut qu'on amène du monde dans notre société française pour que ça fonctionne, pour que ça continue à croître, tout simplement. Mais voilà, d'une certaine manière, vous allez pouvoir dire, par exemple, je sais pas moi, l'extrême droite. On voit par exemple ce qu'a fait Belloni en Italie. Belloni, elle a été élue, elle est tout de suite devenue pro-OTAN, ça a été tout de suite. Donc vous aurez la même chose. Si vous élisez Marine Le Pen avec des idées anti-européennes, etc., et toutes ces choses-là, même chose que Belloni, elle va l'être grâce à quoi? Grâce à des fonds américains, et de toute façon, elle devra faire sa pirouette juste derrière. Ça reste une fausse démocratie, enfin, ou en tout cas une démocratie ressentie d'une manière différente. Je crois pas qu'il y ait de vraie démocratie de toute façon, sauf peut-être une forme de démocratie cantonale, démocratie participative, on va dire à la Suisse, quoi. Mais pour moi, je vois pas tellement beaucoup d'autres choses qui soient de l'ordre de la démocratie. Quand on regarde, on va dire, la géopolitique mondiale, j'en vois pas énormément. Toujours est-il que, pourquoi je voulais en venir là, d'une certaine manière, voilà, on se retrouve avec quelque chose qu'on ne comprend pas, et ça j'en avais parlé dans une autre vidéo également, mais cette idée de l'homme conservateur d'un côté, plutôt industriel, et plutôt, on va dire, dans la recherche scientifique, toutes ces choses-là, etc., comme peut-être peuvent l'être les BRICS actuellement, bien dotés en matières premières, etc., et un autre bloc en face qui va être celui que je qualifiais la dernière fois de Homo festivus, l'homme qui fait la fête, c'est-à-dire tout simplement plutôt une économie de la dette, et on s'en fiche, de toute façon on a des belles entreprises, etc., 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 et puis on a l'OTAN. Donc, voilà un petit peu mon avis sur la Russie. Désolé, j'aurais bien aimé avoir vraiment to make a point here, mais pour moi, en fait, c'est stupide de dire il faut qu'il y ait une forme d'opposition, qu'elle soit libérale ou autre, en Russie. Et c'est la grande difficulté d'ailleurs de la CIA, je pense, pour renverser Poutine. Je sais pas, là, l'algo, le YouTube, il va me blacklister, ça va être encore pire que d'habitude. Mais c'est la grande difficulté. Parce que finalement, ils ont le choix en face entre nationalistes, donc c'était l'idée de Navalny, et aujourd'hui on nous présente Navalny comme étant le vrai opposant démocratique à Poutine, etc. A priori, Navalny, il a trempé dans la corruption aussi, alors que c'était le monsieur anti-corruption, et notamment il y a Yves Rocher qui est mouillé là-dedans, en termes de boîte française, je crois que c'est Yves Rocher. Il était ultranationaliste, donc pour lui, là où Poutine disait on ira buter les terroristes tchétchènes jusque dans les chiottes, lui il disait carrément il faut juste raser le pays à ces moments-là. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on nous dit regardez Navalny, etc. Là où, pour moi, ça paraît relativement bizarre, et pour le coup, c'est des choses que je retrouve plutôt dans les médias d'extrême droite, et encore une fois, je suis vraiment pas d'extrême droite, c'est vraiment pas du tout mon truc. Moi, je suis souverainiste, c'est-à-dire, je veux que mes politiques en France se battent pour mon pays. C'est-à-dire, je considère qu'on a tous des cellules comme ça, la famille, la ville, toutes ces choses-là, ça va de plus en plus grand, et à partir de là, il faut que chacun défende ses intérêts, et je pense qu'on peut, dans un monde, un petit peu comme si c'était un monde, comme si c'était un conglomérat d'entreprises, il peut y avoir ici des entreprises qui sont en compétition, mais qui derrière trouvent tous un petit peu leur place, etc. Et voilà, moi je vois les choses comme ça. Mais je comprends pas ici, et je vois pas du tout quel intérêt aurait eu Poutine à tuer Navalny en prison. Je ne comprends pas du tout à quel moment. Il sort de l'interview avec Carlson, d'où il sort plutôt comme quelqu'un qui a une proposition, pas forcément de paix, c'est pas ce que je voudrais dire, mais qui est une force de proposition, de dire écoutez, moi les gars, la porte elle est ouverte pour qu'on discute, etc. Cette interview est, je trouve en tout cas, vraiment un succès, même si certains disent qu'il a noyé le poisson en faisant de l'histoire. Au moins on voit qu'il a la force cognitive par rapport à Biden de se rappeler des dates, etc. et toutes ces choses là, et que d'une certaine manière il a quand même plutôt pas mal drivé l'interview, et que quelque part dans tout son fil historique, pour ceux qui ont vu l'interview, dans tout son fil historique, il déroule quelque chose. Et en fait, ce qu'il explique à la fin, c'est que la guerre ukrainienne est une forme de guerre civile. En tout cas, c'est ça un petit peu l'idée, que c'est un pays qui est morcelé un petit peu en trois,
partie polonaise du côté de Lvov, partie ukrainienne du côté de Kiev, qui historiquement était quand même plutôt la capitale de la Russie, et l'Ukraine c'était la frontière de l'Ouest, et une partie russe et industrielle qui est celle du Donbass et qui d'ailleurs est russophone. Aujourd'hui, vous avez justement 3 langues qui sont plus ou moins parlées en Ukraine. Voilà. Donc je vois pas du tout à quel moment Poutine a intérêt à assassiner Navalny. Même chose là pour ce pilote d'hélicoptère, encore qu'on pourrait juste penser, bon bah c'est un déserteur, il y a 2 personnes qui sont mortes à cause de lui, c'est un règlement de compte, on va dire qu'il a été mis sur une liste noire et derrière il s'est fait dégommer. Et voilà, d'une certaine manière en tout cas, et on l'avait vu d'ailleurs quand on avait beaucoup parlé de Prigojine. Quand on avait parlé de Prigojine, on avait dit que tout le monde avait intérêt à ce que Prigojine décède en fait, c'est-à-dire à la fois les Russes, à la fois les Américains, parce que pour moi Prigojine a essayé de la faire à l'envers aux Américains, c'est-à-dire qu'il a pris un chèque de la CIA, il a pris un chèque de Poutine derrière, et je parle ici bien sûr de la marche sur Moscou. Il a pris des chèques dans tous les sens, et puis derrière, il s'est fait dégommer. Donc dans l'idée ici, et alors ça plaira ou ça plaira pas, moi de toute façon, l'idée sur cette chaîne, c'est de faire le channel que j'aurais aimé entendre. Donc c'est le truc qui me correspond, c'est un journal, je vous donne ici des tranches de vie, je connais très 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 bien, vraiment je suis allé peut-être 6 ou 7 fois en Russie, et ce pendant des périodes, on va dire supérieures à 1 mois. Je vois pas du tout quel intérêt il a, en tout cas, à tuer Navalny. Parce que il sort, encore une fois, pour moi, c'est du pain béni pour masquer la perte d'Avdivka, et c'est du pain béni également pour, d'une autre manière, jeter l'opprobre, on va dire ça comme ça, sur l'interview qu'il a fait avec Carlson, et qui pour moi était plutôt une réussite. Donc voilà l'idée, je voulais vous faire ce sujet parce que, encore une fois, c'est des choses qui me correspondent. Si ça vous intéresse pas, ce genre de sujet, vous n'hésitez pas à les passer. Mais j'aime bien, moi, vous donner mon avis. Et j'ai vraiment cette capacité, en tout cas c'est mon avis, j'ai cette capacité à essayer de regarder l'histoire plutôt dans les bouquins d'histoire du pays auquel je m'intéresse. On l'avait fait pour la Chine, encore une fois on le fait beaucoup pour la Russie, puisque c'est un pays que moi j'ai découvert par rapport à ma femme, et dont du coup, et on le voit même dans la propagande hollywoodienne, un Russe dans les films américains, c'est nécessairement un méchant. Et toutes les filles sont des prostituées et tous les hommes sont des mafieux. Donc on n'a pas ici, on a vraiment ici cette espèce de spectre, nous personnellement. Et pareil, je voulais aussi expliquer mon avis par rapport à la démocratie. Par rapport à la démocratie, de dire, on a cette espèce de besoin de bipartisme, mais est-ce que réellement il y a une alternance dans ce qu'on voit? Non, on a plutôt des effets d'annonce, on a plutôt des choses là où eux, en Russie, ça fait un peu plus de 20 ans qu'ils ont quelqu'un qui tient un cap d'une certaine manière, qui tient un cap très fort. Et vous allez en Russie aujourd'hui, sincèrement, vous devez être à 8-10% de taxes à peu près tout confondu, hein. Et d'ailleurs il y avait avant beaucoup d'évasion fiscale, et aujourd'hui il n'y en a plus. Les gens acceptent de payer finalement cette taxe-là parce que ça leur correspond. Vous devez être, vous êtes dans un pays où on est quasi au plein emploi. Vous avez aujourd'hui finalement toutes les firmes qui ont fermé ont été remplacées soit par des produits locaux. Vous avez du camembert russe, vous avez du vin russe, vous avez toutes ces choses-là, mais également tous les Zara et compagnie ont été remplacés finalement par pas des copies chinoises, mais des firmes chinoises qui font un petit peu les mêmes concepts, etc. Donc on a vraiment eu remplacement d'un magasin de fringues, d'une enseigne par une autre, etc., etc. Et les Russes ne vivent pas forcément plus mal. Un des gros problèmes, effectivement, et surtout pour les oligarches, c'est cette difficulté à voyager. Et à effectivement rentrer depuis à faire des Russie-Dubaï, à faire des je pense même que Russie-Dubaï c'est pas très compliqué, mais à voyager tout simplement depuis l'Europe vers la Russie ou autre, et ça c'est effectivement une des sanctions, je dirais, les plus compliquées. Derrière tout ce qui est contourner le SWIFT, etc. Ils se sont débrouillés assez rapidement. Et encore une fois, on a une économie russe qui est plutôt bien positionnée. Voilà pour ce sujet.
ici, on passe là-dessus. On va passer également, je pense... alors, la thématique gaming de Swissborg... elle est pas géniale, moi j'ai trouvé. En tout cas, Swissborg, vous comprenez que l'idée, hein, c'est un peu la révolution Swissborg, enfin d'une certaine manière, c'est rendre l'investissement facile et également vous faire investir assez facilement sur des thématiques simples en fait. Donc AI, gaming, etc. Et vous pouvez prendre, c'est comme des petits produits dérivés, on va dire, qui sont accessibles directement via cet exchange qui est Swissborg. Je pense que d'une certaine manière, j'avais discuté avec un affilié pas mal sur le Discord de tout ça. Je pense que Swissborg n'explose pas parce qu'il y a justement eu les ETF. Et je pense que les ETF ont enlevé probablement une partie de ce côté ultra simple, hein, l'exchange ultra simple. Maintenant, je crois pas mal dans ce type de projet et ce type d'exchange, c'est-à-dire rendre l'investissement tout simplement extrêmement facile sur la crypto. Ici, on a eu des très bons afflux sur le TF Spot sur les dernières semaines. La dernière semaine, notamment celle qui vient de passer. On verra aujourd'hui à l'ouverture de Wall Street. On s'attend à ce que au Royaume-Uni, il y ait une législation sur le staking et sur les stablecoins d'ici à peu près 6 mois. C'est ce que nous dit ce ministre. BlackRock qui fait une pub où ils mettent que le Bitcoin c'est le progrès. Kiyosaki qui attend le Bitcoin à 100 000 $ en juin prochaine année. Attention au target de Kiyosaki, autant son livre est extrêmement intéressant, autant il a quand même fait des calls un petit peu douteux sur les 2 ou 3 dernières années. Notamment le gold, c'est quelqu'un qui a beaucoup appelé à un crash aussi. Un crash, bien sûr, ça peut arriver, il peut y en avoir un. Moi-même, je vous le dis, quand je pense que voilà, on est sur des endroits où tout peut partir en sucette du jour au lendemain. Maintenant, les Américains aiment beaucoup ce côté dans un sens uniquement. Et si j'ai raison, je suis une légende. Et si j'ai tort, c'est pas grave. Je referai une prédiction pendant 5 ans où je vais dire dans un sens uniquement. Et il y a forcément un moment où j'aurai raison. Personnellement, moi, je fais de l'investissement rationnel. C'est-à-dire, je dis ça peut baisser à ce moment-là, donc je prends un petit peu des profits. Je dis ça peut, par exemple, sur mes investissements sur le S&P, j'ai pris quelques profits dernièrement. Parce que je me dis, ok, ça vaut le coup de sortir ici une petite dizaine de % pour être tranquille au cas où, c'est pas grave, ça sera moins de performance si jamais on y va, mais voilà. En gros, j'ai une manière d'investir qui est extrêmement rationnelle et j'ai aucun problème à faire la girouette, à partir plutôt à d'un coup me dire, là j'ai une invalidation que la baisse peut arriver maintenant, donc du coup, je reste entre guillemets assez rationnel. Un mur de cash de 6 millions qui attend que la Fed finalement coupe ses taux. La Barclays qui prend 6% ici. Ça, je sais pas. Une merge entre visiblement les créditeurs aux États-Unis et le calendrier économique. On en a déjà parlé hier. Pour moi, les earnings qui seront importants demain, ça sera Nvidia. Aujourd'hui, on a plutôt de la grande distribution, on va dire, en tout cas dans les gros, Walmart, Home Depot, etc. Donc pas forcément très intéressant pour nous. On va aller voir la liquidité et on va ici sur les liquidations. Dernière 24 heures, on a liquidé 153 millions. C'est une journée plutôt normale en ce moment. Avant, on était sur plutôt des journées à 80 millions dans la normalité. Maintenant, en ce moment, vous voyez qu'on fait à peu près 125-150 millions tous les jours, malgré des mouvements de prix qui sont relativement faibles. Donc on peut estimer qu'il y a beaucoup d'open interest, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. À peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, on est dans la normalité. Excusez-moi, je mets en pause. Le carnet d'ordre, je dirais qu'il est plutôt vide quand même, mais on a quelques ordres quand même ici. 18 bitcoins, c'est pas grand chose. Ici 64, 17, 18, 100, allez 150 bitcoins à la baisse jusqu'aux 50 000. À la hausse, j'ai vu des gros ordres ici plutôt sur la zone des 52 300, mais vous voyez qu'ils ont disparu ici. On était à 145 et ils sont descendus un petit peu. Et j'ai pas de gros ordres, je dirais, avant cette zone-là, je crois. Voilà, à 53 000, j'ai 176 bitcoins à la vente. C'est pas énorme, sincèrement, il n'y a pas grand-chose.
Derrière, marché en levier, ben, on a toujours ce point short à prendre de ce côté-là. Ce que je peux remarquer sur Open Interest, etc., c'est qu'on a bien des flushs ici en termes de funding. Vous voyez qu'on est revenu quasiment à zéro, en fait, hein, finalement, juste avec ce petit mouvement. Donc on peut estimer que on peut estimer déjà qu'il y a pas mal de monde en short, et ça je vous l'avais expliqué aussi hier, le fait qu'on soit revenu quasiment à un funding neutre juste avec un drop de 2000 $, en gros, hein, 1000 et quelques dollars, ça veut dire que le sentiment que ça peut nous donner, c'est que toutes les positions sont extrêmement fraîches. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va de moins en moins prêter attention, on va dire, à des poches de liquidité qui sont extrêmement en dessous. On a des longues ici qui ont beaucoup, comme le sentiment est dégradé, c'est une très bonne chose, hein, d'une certaine manière, qui ont beaucoup pris profit sur la montée. On a également peut-être un Open Interest qui est très haut, donc ça, attention à ça. On est sur des plus hauts historiques hein, en termes d'Open Interest, y compris on est au-dessus de ce qui se passait en bull market en 2021. Maintenant, ce marché grossit, donc il faut peut-être aussi accepter là-dedans. Pour moi, il n'y a pas nécessairement ici, à part peut-être un petit excès là, donc c'est-à-dire que j'aurais tendance à mettre ici un point, puisque vous le voyez ici, le funding ne descend pas, mais on a un prix qui descend. C'est pas énorme, mais on va le noter. Un point de longue à prendre par ici. Et pour moi, voilà, étant donné qu'on est venu tutoyer ici du regard, on va dire, ce point-là, je pense qu'on peut le mettre en 2 pixels, puisque hier on a dû faire la vidéo, on devait être à peu près par là, depuis on est monté là et on est redescendu ici. Donc voilà, 2 pixels à prendre en haut, 2 pixels à prendre en bas, pour moi, voilà ce que j'aurais tendance à mettre. On a des spreads qui sont toujours positifs, mais pas dans l'excès, 34 $. Donc voilà, on est plutôt, je dirais, quasi revenu à la neutralité, hein. Là où on était à 0,02, maintenant on est on est revenu à 0,02 presque quand même, ici, juste sur ce tout petit mouvement. Donc venir chercher sous ce point-là, ne serait-ce que ça, pourrait nettoyer déjà une bonne partie du funding qui s'est mis là-dedans. En tout cas, dans l'analyse ici, on peut dire qu'on est surtout sur de la position fraîche, c'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de traders de position. Sur les 5 jours glissants, on a plus de short que de long, avec ici un delta de moins 100 000. On a pris la poche de liquidité qui était là. Donc c'est plutôt propre hein, de ce côté-là aussi. Voilà, est-ce qu'on va short squeezer maintenant ou alors est-ce qu'on va descendre? Pour moi, on va short squeezer, mais c'est possible qu'on descende, bien évidemment. Derrière, Ether qui est venu toucher 2991 ici, donc un refus sur les 3000 $ pour le moment, et il vient derrière rechercher sa poche de liquidité. Il l'a pas tout à fait prise, peut-être un petit peu plus bas pour Ethereum, 2878 pour le moment. En tout cas, il se bat très bien pour tenir la zone. Quand je regarde les liquidations, et on va le faire en 7 jours, parce que je vous ai expliqué que on a de moins en moins de liquidités de position en dessous. Vous voyez qu'on est au milieu de rien. C'est-à-dire que sur la 7 jours glissante, j'ai autant de liquidités sub 50 que de liquidités sub 53-54. Au-dessus, sup 53-54. Donc on est vraiment au milieu des deux. Le prix va devoir choisir une direction. Pour moi, elle est vers le haut. Hein. J'ai beaucoup appuyé sur cette idée de faire finalement cette séquence à 54, 48, 62, 64. Voilà, moi, c'est mon scénario du moment. Pas du tout sûr. Hein. Là, vous comprenez que je prends 3 mouvements à l'avance. Donc, c'est compliqué d'avoir bon. Mais en tout cas, c'est ce que je joue. Et c'est ce que je décide de jouer d'une certaine manière. C'est ce qui me permet d'avoir tout simplement, qu'est-ce que j'ai? J'ai un point d'entrée, j'ai une invalidation, avec tous les signaux que je vous donne, les trends, etc., toutes ces choses-là, et puis j'ai un TP, d'accord? Et ça, c'est super important. Quand vous rentrez dans un plan, vous pouvez avoir des runners, etc., mais l'idée que vous avez, c'est de me dire, je vais rentrer là pour aller là-bas. C'est comme un petit peu... Si vous disiez, je vais prendre ma voiture jusqu'à faire des tours de rond-point, jusqu'à ce que j'ai plus d'essence, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun, c'est pas du tout l'idée. Donc longuer sans savoir où vous allez n'a aucun intérêt. En tout cas, on parle ici bien sûr de trading, on ne parle pas d'investissement. Cela dit, Ether qui a bien nettoyé également. Pour le coup, Ether, un flush au 2007 est possible, une perte de 10% est possible, et là, ça ferait une belle 2007, une belle un beau flush de liquidation, ça ferait un très beau point d'entrée également, 2685. On va voir si ça correspond à quelque chose sur la structure derrière. Et puis, voilà, passer les 3000, vous voyez on commence, étant donné qu'on les a tutoyés ici, on commence à construire cette poche de liquidité au-dessus des 3000. Voilà pour cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu. On va faire la conclusion ici. On va essayer de pas la faire trop longue non plus. On l'a finalement déjà un petit peu faite en début de vidéo, au sens où même intraday, on va dire que ici l'idée, ça serait quand même de revenir à minima sur le haut du range. Hein. Quand vous avez un range, vous jouez la borne basse, la borne haute. Vous avez ici un rejet par la borne haute. Vous avez cette idée que la borne basse va tenir, donc on s'attend peut-être plutôt à aller par là. Attention, si jamais on perd cette trend, eh bien ça peut donner un petit peu plus de downside, mais globalement, pour moi, tous les signaux sont là. On peut enlever la 4 heures qui est ici, puisque de toute façon elle est perdue, d'accord, ici. Derrière, comment on est descendu, hein, et moi j'aime bien regarder ça un petit peu, ouais, comment on se place un petit peu intraday, on va dire, pour comprendre un peu où on en est. Bah, pour moi, j'ai une trend ici, d'une certaine manière. J'ai également sur la descente un élargissement. D'accord, ou peut-être plutôt un canal, peut-être un flag. Pour le moment, on est au retest. Donc pour moi, ça me paraît être un excellent endroit pour rentrer longue. Maintenant, tout à fait possible ici qu'on ait une A, une B, une C qui viennent nous emmener plus bas. Mais en l'occurrence, ici, on est sur trend. L'idéal, hein, ça aurait été de rentrer longue ici. Est-ce qu'on va casser le haut de range? Théoriquement, c'est plus ou moins ce que nous dit ce flag slash... En fait, l'idée, c'est plutôt de faire ça en ABC, d'accord? Ce flag slash élargissement. Donc l'endroit ici pour moi me semble plutôt correct pour longuer intraday. Vous voyez qu'on a un petit niveau ici, qui serait du 5 minutes, à peu près par ici. Très légèrement au-dessus. Voilà, on n'a jamais ouvert et fermé une 5 minutes au-delà de ce niveau, donc ça c'est une forme de support, petite time frame, d'accord. Donc c'est un endroit intéressant puisqu'il a résisté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois depuis qu'on a fait ce push ici. On a la trend, on a un petit niveau. L'idéal ça aurait été de rentrer sur le 4 heures et sur la trend ici, mais en tout cas pour moi ça peut nous donner du push en haut. Maintenant si on perd la trend en revanche, eh bien, ça va nous donner une correction peut-être un petit peu plus importante. Je vous ai montré ici l'épaule tête-épaule inversée qui serait possible si jamais on vient casser les 54 200. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre également? Tout simplement, déjà, ne serait-ce que la target du flag qui, de toute façon, nous invite à penser qu'il y aura peut-être une cassure de ces fameux... de cette épaule tête-épaule. Hein. Si je prends le flag ici, comprenez que, du coup, la target, on va y arriver. La target elle est comme ça, donc ça m'emmène autour des 53,2. Et si je prends l'élargissement, donc quand il est en descente, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une target légèrement différente que l'élargissement ascendant, et là on se met au point de cassure et ça nous donne quoi? 53 000. Donc a priori potentiellement une cassure là-dedans et on dégage vers le haut. Attention, si on perd cette trend, là pour le coup c'est le signal que effectivement on est quelque part en dessous. Donc celui qui veut jouer, on va dire quelque chose d'assez serré, l'avantage ici c'est que vous avez une montée, hein, donc du coup votre invalidation, on va dire qu'elle se trouve à la perte de ce 5 minutes là déjà d'une certaine manière, puisqu'on peut aller mécher hein, sous cette, on l'a fait d'ailleurs ici. Intraday, il y a des choses très jolies à prendre pour moi en longue. Maintenant, je peux me tromper encore une fois. Et on utilise des critères d'aide à la décision graphique pour rentrer sur tel ou tel scénario. Et encore une fois, l'idée ici, c'est pas forcément d'avoir toujours bon. C'est d'avoir bon quand même un certain nombre de fois. Mais c'est d'avoir un point d'entrée, une forme d'invalidation. Ici, moi, je la laisserai réaspirer un tout petit peu plus, et puis un TP, d'accord. Et une UT aussi, hein, c'est important. J'ai une UT, là. Je vais pas chercher plus que l'UT dans laquelle je suis. Et là, bien sûr, vous l'aurez compris, il y aurait un TP partiel à prendre haut de range. Ça paraît relativement évident. C'est pas parce qu'on a dessiné cette ligne-là sur notre graphique qu'elle va nécessairement porter le prix. Ok. Donc voilà, l'idée, ça reste ça. J'ai un point d'entrée, une invalidation, une target. Derrière, si je laisse ici, parce que je le sens bien, un runner aller à 60 000, tant mieux pour moi, c'est mon choix. Mais en tout cas, il faut que ce trade soit passé positif à un certain moment. Ça n'a pas de sens ici, en tout cas moi je trouve, de juste dire je vais rentrer parce que ça a l'air d'être bien, ou parce que Crypto Signal l'a dit, je vais rentrer parce que ça a l'air bien, ça va pusher, là je vais mettre mon SL à break-even et je sais pas où je sors, qu'est-ce qui se passe, etc. L'idée ici, encore une fois, et c'est pour ça qu'on travaille énormément sur des idées de scénario, travailler sur des idées de scénario, c'est tout simplement se dire,
Je rentre, j'ai mes 3 cartes, hein, un petit peu, on va dire, si au poker on joue plutôt avec 2 cartes, on va dire que ça serait plutôt... Mon TP, c'est mon tirage, ce que je cherche plus ou moins, une couleur, une suite, ce genre de choses. Et mes 2 cartes vont être mon stop loss et mon point d'entrée, d'accord? Ce que je vais payer pour voir, c'est ce que j'ai entre mon stop loss et mon point d'entrée, c'est-à-dire ce que je mets sur le pot. Et puis, on va dire, après, il y a les odds. Donc ça, c'est votre analyse technique. Les odds, c'est tout simplement quelle est la chance qu'on aille à tel ou tel endroit, selon moi, la chance statistique. Est-ce que je suis contre-tendance? Est-ce que je suis avec la tendance? Comment je m'inscris, bien évidemment, dans ces choses-là. Le seul gros point noir pour moi, c'est beaucoup d'open interest en ce moment. Donc attention, ça peut flush très très fort en bas pour venir chercher du monde. Maintenant, le bon point, c'est on est sur un funding qui est quasi neutre. On est autour de la neutralité en termes de funding. Et là, vous le voyez par exemple ici, voilà, très légère diminution du prix, diminution du funding. Bref, je trouve que c'est plutôt ok. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. C'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du BTC, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, tiens, de ta capacité capacité informatique, on va dire ça comme ça, pas forcément être développeur ou codeur, etc. Mais est-ce que vous vous considérez comme ayant des bonnes capacités informatiques, c'est-à-dire, je sais pas, faire un petit peu de Linux par exemple, ce genre de choses, plutôt bien s'en sortir avec les ordinateurs, avoir une forme de rapidité d'exécution, utiliser les raccourcis clavier, voilà, tout ça, ce genre de choses. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, vidéo de 55 minutes, j'en suis désolé, mais on a eu un bon 20-25 minutes sur la Russie au milieu. J'espère que je vais pas trop me faire ban avec mes opinions et que je vous donne sur la chaîne. Vous comprenez que ça n'a pas grand chose à voir avec la crypto, mais derrière, moi j'aime bien faire des sujets, faire de la géopolitique, ce genre de choses, etc. Si jamais vous vous intéressez que à la crypto, n'hésitez pas à passer ces sujets, c'est pas nécessairement fait. Je vais pas faire une vidéo, je vais pas faire un autre channel parce que j'ai envie de parler de géopolitique ou ceci, cela. Pour moi, tout est lié de toute façon. Mais vous connaissez maintenant, de toute façon, le plan un peu des vidéos du jour. C'est toujours le technique, le fondamental, etc. Quand il y a un sujet, je l'annonce en début de vidéo. Si jamais ce sujet ne vous intéresse pas, c'est en général le moment où quand vous allez cliquer sur la timeline, on va dire, de la vidéo, c'est le moment où finalement vous allez voir que je reste soit sur une page qui n'a rien à voir avec la crypto, ou alors autre chose. Donc voilà, encore une fois, je le dis. C'est pas nécessairement fait pour plaire à tout le monde. Ce channel est fait pour me plaire à moi. Et derrière, je rencontre des gens grâce à ça, notamment sur le Discord, toutes ces choses-là, etc., qui me correspondent, et ça pousse une forme de communauté. Et je le rappelle, bien évidemment, la chaîne est totalement d'ordre bénévole. Moi, c'est ma routine journalière. Je passe régulièrement 45 minutes tous les matins. En général, c'est autour de 11h, mais là, aujourd'hui, c'était un petit peu plus tôt. À faire cette routine, et je vous engage à le faire également, donc une analyse technique, fonda, sentiment. Derrière, je choisis est-ce que je vais trader aujourd'hui, est-ce que je le sens, est-ce que ceci, cela, et puis je choisis également, bien évidemment, le scénario de la journée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.